de recevoir deux co-auteurs. Antoine Mercier, donc déjà présenté par Dominique Butin-Fraisse. Il est journaliste depuis 30 ans à Radio France et il présente tous les jours, moi aussi je le suis tous les jours, ou presque, le journal quotidien à 12h30, qui dure 20 minutes, c'est pas rien. Et puis Vincent de Gaulle-Jacques, qui est lui psychosociologue. Et en fait, il a une spécialité qui est la sociologie clinique. Et vous êtes un des rares représentants de cette branche-là. Vincent de Gaulle-Jacques a écrit une quinzaine d'ouvrages. D'abord, j'ai dit où il enseigne. Vous pouvez le retrouver ailleurs qu'ici, à la mairie. Il enseigne à Diderot, Paris 7, Diderot. Et il a fondé un laboratoire du changement social. Beau titre, n'est-ce pas ? Donc aujourd'hui, il sera question de leur ouvrage coécrit entre Antoine Mercier et Vincent de Gaulle-Jacques, qui s'appelle Comment sortir. Alors, manifeste. Dans le mot manifeste, évidemment, il n'est pas à oublier. Manifeste pour sortir du mal-être au travail. Et notre sujet de ce soir a le sous-titre. Déjà, comment sortir du mal-être au travail. Au soleil, oui. Ben voilà. C'est une belle introduction, conclusion. Non, mais à la recherche du sens perdu. Donc j'y tiens, à la recherche du sens perdu, parce que le travail a-t-il encore un sens ? Quel sens a le travail si c'est pour le bien-être de l'entreprise, alors que l'entreprise, si tout irait dans une certaine logique, devrait être au service de l'homme, tout de même, au service du bien-être social, au bien-être de la société. L'économie devrait être au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'économie. Bien, bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et puis d'échanger avec vous. Moi, je voudrais commencer par raconter notre histoire avec Antoine, pourquoi on a écrit ce manifeste. En fait, c'était il y a 1 an et 3 mois. Radio France avait organisé un grand débat au Théâtre des Champs-Élysées sur justement quel travail voulons-nous. Et ils avaient fait une grande enquête avec Dominique Méda, Yves Schwartz, je ne cite pas le troisième parce que je pourrais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, un psychiatre un peu comportementaliste, sur une étude sur ces questions-là, pour répondre à ces questions-là, avec beaucoup de témoignages. Et c'était très intéressant parce que ça Radio France peut le faire. Ils avaient invité tous les candidats à l'élection présidentielle pour une journée, un lundi, au Théâtre des Champs-Élysées. Et Antoine m'avait fait, on ne se connaissait pas à ce moment-là, m'avait invité à son journal de France Culture sur cette question-là. Et puis il m'interviewe, et puis on déjeune ensemble après, et on arrive au constat que ça va mal partout, c'est-à-dire qu'il y a une plainte. Les gens expriment un mal-être et qu'alors que les conditions objectives de travail vont plutôt dans le sens d'une amélioration, c'est pas germinal, c'est pas le travail à la chaîne, etc. Il semble que les conditions subjectives se dégradent, c'est-à-dire que les gens disent qu'ils vont pas bien, et non seulement ils disent qu'ils vont pas bien, mais il y a du burn-out, il y a de la dépression, il y a de l'épuisement professionnel, il y a de la perte de sens, du paradoxe partout, et puis les suicides qui expriment quand même quelque chose de très très paradoxal quand on les analyse un peu et qu'on entend ce que disent les gens qui en arrivent là, c'est qu'ils sont dans une impasse, ça fait plus de sens, ils y croient plus, ils en peuvent plus, ils savent pas comment en sortir, et c'est comme si, en particulier par exemple ceux qui s'immolent par le feu, ils voulaient redonner du sens au suicide, alors que le suicide est l'acte le plus insensé qu'on puisse exprimer. Donc comprendre ce paradoxe-là. Et puis, donc, et Antoine me dit, moi j'avais écrit Travail, les raisons de la colère, où j'avais, depuis longtemps, au laboratoire de changement social, avec d'autres collègues, on avait analysé ces transformations du monde du travail. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, d'abord dans les multinationales, puis après ces grands cabinets de consultants qui vendent ces modèles de la révolution managériale à leurs clients, à leurs fournisseurs, qui sert de modèle pour la modernisation des entreprises publiques, et maintenant
qui sert de modèle pour la réforme de l'État et même le modèle qui est imposé par les grandes institutions financières internationales pour gérer les pays. Il faut gérer les pays comme on gère une entreprise, rentrer dans la culture de la haute performance, etc. Et donc la question, c'était de se dire, mais bon, de constater que dans les discours des politiques, il n'y avait pas de réponse. Non seulement il n'y avait pas de réponse à ce problème-là, mais ça paraissait pas du tout un enjeu central du débat politique. Et donc c'est sans doute pour ça que Radio France l'avait fait, tu vas le dire Antoine. Mais en tout cas, ce constat que la politique était elle aussi contaminée par cette idéologie gestionnaire, et que donc on était devant cette situation que la réponse, on y reviendra sur le qu'est-ce que faire. Il y a des réponses qui peuvent se faire à certains niveaux, mais la réponse politique qu'on pourrait attendre, en particulier des partis de gauche, sur qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail, dans cette idée que le socialisme ou le communisme, c'était quand même des théories qui avaient mis la question du travail au centre de leur réflexion politique sur la société, et que ce qu'on constatait, et c'était la confirmation en entendant la plupart de ces candidats, c'est que ils travaillaient pas vraiment, ils parlaient pas vraiment du travail concret, du travail que les gens font. Ils parlaient de l'emploi, de la crise, de la croissance. Ils avaient une vision économiste et gestionnaire de ce qui se passe par rapport à la question de l'entreprise, etc. Et ils ne parlaient pas de ce que les gens vivent au travail. Et c'est ce décalage qui nous a fait penser que, dans le fond, ça serait bien qu'on écrive quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce manifeste, pour essayer de répondre à la question « Comment sortir du mal-être au travail ?» Donc, effectivement, moi-même, j'avais, comme tout le monde, je pense, on va pas dire tout le monde, mais je pense une bonne partie des gens, vous n'avez qu'à faire l'expérience autour de vous, le nombre de personnes qui disent être contentes de leur travail, que tout marche bien, que l'ambiance est bonne, que ce qu'ils font a un sens, etc. Bon, vous verrez, je pense, comme moi je peux le constater, y compris donc dans les milieux supposément privilégiés où on s'intéresse quand même au sens, précisément, à la culture. Bon. Comment ce malaise dont on a parlé, dont Vincent vient de parler, était vraiment un malaise absolument général. C'est ça qui est fascinant dans ce sujet, je pense, parce que je crois qu'on est au cœur d'une question que l'on retrouve partout, que l'on retrouve dans le travail. Je crois que l'on retrouve aussi dans la politique. Aujourd'hui, finalement, si Hollande est au point où il en est, c'est sans doute aussi parce qu'il ne produit pas de sens de ce qu'il est en train de faire. On ne voit pas de direction, on est coupé de l'avenir, on n'a plus de prise sur les choses. On attend que ça s'améliore, ou bien au contraire, il va falloir s'adapter. Si c'est plus dur, comme ça se durcit tout le temps, on continue à s'adapter, etc. Donc ce sentiment de, effectivement, perte de sens, on va dire pour faire vite, est absolument général pour beaucoup de personnes et dans tous les domaines. Pour le travail, on avait bien vu que ça concerne les grandes entreprises, mais aussi les moyennes. Tout le monde a l'air contaminé par cette maladie qui s'appelle, qu'on a nommé, la maladie de la gestion, le nouveau management, la manière dont ça se produit. Moi, la seule chose que j'aurais, après avoir décanté un peu toutes ces réflexions-là, il me semble que le problème central, c'est l'individualisation des personnes, que le sens se perd quand le collectif se perd. En gros, une personne individuelle a certes une existence, mais ça ne suffit pas à lui donner un sens et donc à l'humaniser, si je puis dire, parce que c'est ça aussi, je crois, que la définition de l'humain, c'est à la fois une existence en mouvement, c'est l'existence qui va vers quelque part. Donc j'ai l'impression que nous sommes aujourd'hui dans cette situation où nous n'avons pas de... ce que nous faisons n'a pas d'avenir, n'a pas de projet, n'est pas fixé, en tout cas l'avenir ne nous convient pas, c'est l'adaptation qui nous est proposée. Et donc, pour terminer, si vous voulez, parce que moi je veux en rester à mon domaine que je connais bien, je ne vais pas prétendre faire le sociologue, mais dans la manière dont l'information se traite aujourd'hui, indépendamment des problèmes de tout le monde, dans les rédactions, des problèmes de chefs, des problèmes de perte d'autonomie, des problèmes de perte de réflexion, etc., dans l'information, si vous voulez, il y a une chose centrale qui se joue, parce que je crois que la classe médiatique a un rôle, comme d'habitude, très important, pas toujours comme les journalistes le pensent, mais à un autre niveau, c'est que
ce qui est présenté par le système médiatique aux gens, c'est-à-dire le médiateur va renvoyer une image collective de ce qui est fait individuellement. C'est ça son boulot. Il regarde l'ensemble des personnes, l'ensemble des situations, et puis il va donner une image de ce qu'il a perçu, de ce qu'il a vu, et ça s'adresse à un collectif. Le problème, c'est que le geste journalistique qui devrait être celui-là, pour renvoyer aux individus le résultat, en quelque sorte, de la somme des actions qui ont été accomplies dans le monde, plutôt que de leur renvoyer cette image-là, en essayant de l'analyser, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., on renvoie aux individus, on essaie de leur donner des éléments qui leur permettraient de s'adapter au monde. On leur donne des éléments individualisés qui vont les intéresser pour votre retraite, pour votre ceci, pour votre cela. On est proche de vous, on fait dans la proximité, et on va s'intéresser à vous en tant qu'individu, et on aura perdu cette notion de dire, vous en tant qu'individu, ce que vous attendez du système médiatique, c'est évidemment d'avoir une vision un peu générale et une réflexion sur ce qui se produit globalement. Donc il me semble que la dérive médiatique, alors soit elle accompagne, soit elle est la cause, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, en tout cas on est dans cette... les radios qui marchent bien, l'appel aux auditeurs, RMC qui monte, etc. On voit bien tout simplement la hiérarchie de l'information qui est proposée par les grands médias, qui est de plus en plus des choses qui vont être vendues à la personne. Alors avec Internet, à mon avis, la question s'aggrave encore, même si ça offre d'autres possibilités, mais cette question-là s'aggrave encore pour aller cibler l'individu, pour lui vendre quelque chose qui va le distraire du spectacle du monde, mais qui en même temps va le couper précisément de la capacité qu'il aurait d'avoir une prise sur les choses. Donc ça va aggraver ce sentiment que nous avons, je pense tous, que l'on doit partager ce soir, c'est-à-dire de se dire, mais c'est vraiment une situation très, très grave, enfin grave au sens qu'elle pourrait être sans doute beaucoup mieux, on va dire, et malheureusement, on a l'impression, malgré tout ce qui est dit, malgré tout ce qui est, qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une prise réelle sur ce qui se passe, et que nous sommes impuissants par rapport à ça. D'où l'idée, en fait, pour terminer cette première intervention du manifeste, c'était l'idée de dire, bon, il faut arriver à comment sortir de là, si chacun d'entre nous avons l'idée que ce dont nous souffrons, ce n'est pas un problème qui est personnel, c'est un problème d'époque, et que donc on réintroduit cette dimension de conscience de notre problème, ça nous amènera sans doute à prendre la dimension de ce qui se produit pour éventuellement recréer quelque chose qui s'appellerait un ressaisissement, si vous voulez, de ce qui nous arrive et de ce qui se produit collectivement pour nous. C'était une grande ambition. Bon. Évidemment, on n'imaginait pas qu'on allait révolutionner la planète, c'est pas le manifeste du Parti communiste, mais c'était l'idée, je pense avec d'autres, l'idée de dire sortez de vos individualités, échangez avec les autres sur cette question, mettez à distance les problèmes que vous avez, et à ce moment-là, vous verrez réapparaître la question collective spontanément. Et le problème est que la souffrance au travail vient la plupart du temps du fait que les individus se remettent en cause, que cette violence est reprojetée sur la personne qui se sent incapable d'assumer, alors que le problème ne vient pas d'elle pour la plupart des cas. Voilà donc un peu la manière dont moi j'avais, pour faire suite à ce que disait Vincent, perçu cette difficulté de façon un peu comme ça, très très nette, que nous sommes tous embarqués individuellement dans un naufrage collectif. Voilà. Et que donc, il fallait essayer de réagir, et je crois que c'est ce que nous faisons aussi ce soir. Alors moi, j'avais été très très heureux de rencontrer Antoine sur la complémentarité de nos analyses en partant d'endroits très très différents. Et en particulier par rapport à ce qu'il vient de dire. Par exemple, quand j'avais sorti La Société malade de la gestion, le premier mail que j'ai reçu, c'est quelqu'un qui raconte son histoire en entreprise et qui dit « Je vous remercie parce qu'en lisant votre livre, je me rends compte que c'est pas tout dans ma tête. » Donc c'est pas seulement le renvoi à l'individu, c'est le sentiment qu'effectivement... et vous voyez, je suis en colère, j'écris un livre déjà, mais la colère ne cède pas. Bailly, le PDG de la RATP, vient de la Poste. Oui, enfin, de la Poste. Vient d'écrire un livre dans lequel il dit, à propos des suicides à la Poste, vous savez qu'il y a autant de suicides aujourd'hui à la Poste qu'à France Télécom. À France Télécom, il y en a toujours, ça n'a pas cessé. Et il dit, mais de toute façon, les gens qui suicident, c'est des gens qui ont des problèmes personnels. Ça n'a rien à voir avec la politique de l'entreprise, la réorganisation de l'entreprise, etc. C'est-à-dire cette dénégation de ce que produit aujourd'hui
ces modes de management et combien il est important justement de sortir de ce piège terrible qui fait que dans l'entreprise aujourd'hui, avec l'idéologie managériale, chaque individu est responsable des résultats de ce qu'il fait. C'est l'éthique du résultat. On mesure tout au résultat, etc. Et c'est la perversion. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas des pervers narcissiques qui produisent le sentiment de harcèlement. C'est des outils de gestion qui produisent ça et qui mettent les gens dans des comportements qu'on peut assimiler à des comportements pervers. Quand Marie-France Irigoyen, qui était là d'ailleurs la dernière fois que je suis venu, on en avait discuté, et il est tout à fait d'accord avec ça. Hein. Elle a écrit son livre et puis elle a été complètement dépassée par le succès. Puis elle est psychiatre, elle donne une explication psychologique. Mais en fait, si chacun d'entre nous, potentiellement, peut devenir harcelé et harceleur. C'est donc bien que c'est dans l'organisation même qui produit cette tension-là. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est comment les comportements des gens et ce qu'ils vivent au niveau psychologique, comme souffrance, comme mal-être, comme symptômes somatiques ou psychosomatiques, n'est pas généré par quelque chose en eux, par des problèmes personnels, mais est généré par la situation dans laquelle ils sont mis, par ces types d'organisation, ces outils de gestion, ces pratiques de management, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui produisent de l'individualisation, mais surtout l'intériorisation de la responsabilité que c'est moi qui suis responsable si je ne remplis pas mes objectifs, et qui produit ce sentiment que les choses ne font plus sens, parce qu'ils sont mis en permanence dans des injonctions paradoxales qui sont produites par des systèmes d'organisation paradoxants. Je donne juste un exemple qui illustre ces deux processus majeurs qui sont sous-jacents à l'individualisation et à ce sentiment d'impuissance. Le premier, c'est la culture de la haute performance, le management par objectif et l'évaluation. Et donc, vous avez une évaluation, par exemple, ABCDE. E, c'est insuffisant. Comme vous êtes un manager performant, que vous en voulez, etc. Insuffisant, c'est tellement la honte que c'est exclu, surtout quand vous avez été sélectionné parmi les meilleurs, que vous faites partie de cette culture de la performance, vous avez fait les grandes écoles. Depuis la maternelle, vous êtes bon élève, vous ne pouvez pas être insuffisant, c'est impossible. D, doit faire ses preuves. Un accident, vous êtes jeune, vous venez d'arriver, la conjoncture est pas bonne, c'est juste un passage. C, c'est satisfaisant. Satisfaisant, c'est moyen. Moyen, c'est quasiment médiocre. Hein. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez performant, débattant, etc. Bon. Donc, en fait, ce qu'on attend de vous, c'est B, hein, au-delà des attentes, well above expectation. Vous devez être au-delà des attentes, et A, c'est clearly outstanding, clairement hors du commun. Donc, ce qu'on attend, si on vous fixe 100 comme objectif, c'est que vous fassiez 110. Donc vous faites 110, et puis l'année d'après, vous n'allez pas régresser, donc votre 110 devient 100, donc c'est plus, vous devez faire 110 encore, mais ça fait en fait 120 par rapport à N-2, etc. C'est ça, l'exigence du toujours plus. Alors, ça c'est dans les entreprises multinationales. Aujourd'hui, dans les entreprises publiques, c'est le même mécanisme, mais à l'inverse. C'est-à-dire, il faut faire autant avec moins. Hein, c'est-à-dire, on réduit les coûts, on réduit les effectifs, on réduit les moyens, etc. Mais comme il y a des poches de productivité évidentes et qu'on sait très bien que les fonctionnaires n'en foutent pas une rame, donc on va faire la pression. Hein, mais c'est exactement les mêmes processus. Et puis, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que plus vous réussissez, plus vous allez échouer. Alors, quand j'avais écrit Le coup de l'excellence, je fais référence c'était un contrepoint à un livre de Peter Waterman, deux consultants de McKinsey, qui avait écrit Le prix de l'excellence, et qui, en faisant l'analyse des 64 entreprises les plus performantes dans le monde. Et ce livre, Le prix de l'excellence, avait eu un succès, s'était vendu à des millions d'exemplaires, parce qu'il vous donnait les clés de la réussite, les clés de la performance. 7 ans après, l'un des deux auteurs, Peter, écrit un livre qui s'appelle Le chaos management, dans lequel il dit que sur les 64 entreprises les plus performantes du monde, il y en a plus de la moitié qui ont disparu, qui sont en crise, qui ont été rachetés par les concurrents, etc. Et il dit, devenez des fanatiques de l'échec. Parce que si vous échouez 6 mois avant vos concurrents, vous donnez une chance de réussir 3 mois avant eux pour le coup d'après. Et il dit, seuls ceux qui seront les champions de demain seront ceux qui sauront vivre dans un monde paradoxal. Et toute la suite du bouquin est un tissu de paradoxes et qu'on connaît bien dans ces entreprises-là. Par exemple, c'est formidable
parce qu'avec les nouvelles technologies d'information et de communication, on est libre de travailler 24 heures sur 24. Un autre paradoxe, c'est plus on gagne du temps, moins on en a. Ou un autre paradoxe, c'est le paradoxe de l'autonomie contrôlée par le management, par projet, par objectif, etc. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait autonome, vous êtes des sujets autonomes, créatifs, responsables, qui êtes libres de décider des moyens que vous allez utiliser pour remplir ces objectifs. Mais c'est une autonomie sérieusement contrôlée parce que ce qu'il faut, c'est remplir les objectifs et que vous allez être mesuré en fonction de vos résultats et que donc vous êtes donc obligé d'affirmer dans votre liberté dans un cadre qui décide de ce à quoi cette liberté doit mener. Et ça, c'est très compliqué de faire comprendre à des politiques, à des managers, à des dirigeants qui sont dans l'approche solution, qui sont dans des paradigmes utilitaristes, pragmatiques, positivistes, etc., que le monde qu'ils produisent est un monde de plus en plus paradoxal parce que ils savent pas, ils comprennent pas ça. Un ingénieur, une contradiction, c'est très compliqué à comprendre. Et pourtant, ils sont dans un tissu de contradictions. Et leur mécanisme de défense par rapport aux contradictions et aux paradoxes dans lesquels ils sont, c'est de développer deux maladies centrales dans les organisations d'aujourd'hui, qui sont la quantophrénie, c'est-à-dire comme ils ont une culture d'ingénieur rationnel, objectivé, on va tout objectiver en traduisant toute l'activité et toute la mesure des résultats, de l'évaluation, etc., en critères, en sous-critères, en indicateurs qu'on va pouvoir mesurer. Et comme avec le traitement de l'informatique, on peut tout traiter en informatique, donc tous les résultats du travail, toute l'activité est transformée en indicateurs de mesure. Et l'évaluation, même les chercheurs, je pourrais vous en parler longuement, les médecins, etc., sont maintenant évalués en fonction du nombre d'articles qu'on produit, les médecins en fonction du nombre de points que les malades rapportent, etc. Et donc c'est ça, la quantophrénie, la maladie de la mesure. Et la deuxième maladie, c'est la prescriptophrénie, la maladie de la prescription. Il y a des risques psychosociaux dans votre entreprise et donc on va mettre un référentiel de prévention des risques psychosociaux en vous donnant toutes les prescriptions qu'il faut faire si vous voyez que vous avez un collaborateur qui est un peu fragile et qui est en difficulté, pour le repérer et mettre un numéro vert avec un psychologue au bout qui va vous permettre de résoudre le problème. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne voulais pas citer Légeron tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui se font un fric sur ces questions-là, en mettant en place, par exemple, le stress est produit par ces formes de gestion, et pour résoudre le problème du stress, on va développer des séminaires de gestion du stress. Vous voyez le paradoxe permanent, c'est-à-dire toutes les réponses qui sont apportées par rapport à ce mal-être sont des réponses qui sont construites à partir de ces paradigmes de cette révolution managériale qui consiste à mesurer, à évaluer, à rentabiliser et favoriser donc l'adaptation, l'adaptabilité, la flexibilité, etc. Et d'ailleurs, la loi là qui va être votée sur la compétitivité, c'est toujours dans cette logique-là de rendre l'expression du mal-être, etc., de le canaliser dans ces outils de gestion pour effectivement le mettre au service des objectifs, c'est-à-dire des exigences de l'entreprise. Et donc, il faut bien comprendre la difficulté pour répondre à la question auquel on est invité à répondre et qu'on a essayé de répondre dans le manifeste, c'est que ce monde paradoxal dans lequel on est fait qu'il n'y a pas que l'approche solution est un des moyens de ne pas pouvoir répondre à cette question. Donc ne nous demandez pas ça en termes d'approche solution, de vous dire nous comme experts comment on peut faire. C'est pour ça que moi je suis clinicien plutôt qu'expert en sociologie clinique. Comme clinicien, c'est-à-dire que ce qu'a dit Antoine est très très important, c'est qu'il dépend de nous. On est à la fois produit et producteur de ce système-là, et il dépend de notre capacité réflexive et capacité d'action collective ensemble de sortir de ce mal-être au travail, parce que si on attend la solution d'experts, des politiques, des syndicats, des médecins, des psychanalystes, des psychologues, des journalistes ou des sociologues, on n'y arrivera pas. Bon, j'aurais à ce stade posé une question qui m'a turlupiné. J'ai commencé d'ailleurs
manifeste comme ça en se disant, mais au bout d'un moment, les entreprises, tout ça, tout ce malaise, toutes ces difficultés, finalement, est-ce qu'elles y gagnent quelque chose? Moi, j'avais l'impression, au contraire, que finalement, on rendait les gens, on mettait les gens en difficulté, on les pressurisait, etc. Au bout d'un moment, il devait y avoir un seuil qui fait que c'est plus rentable, donc il faut un peu lever la pression. Or, on n'a pas l'impression que ça les gêne, que ça puisse éventuellement porter même atteinte à leurs propres intérêts. Alors, je ne sais pas, là, je rêve peut-être que c'est toujours leur intérêt, mais je me demandais s'il n'y avait pas, au-delà de cet intérêt direct, finalement, une idéologie pure à l'œuvre, qui est le contrôle des esprits, en individualisant encore une fois les personnes, qui consisterait à, et je vais donner un exemple pour descendre un petit peu de ce stade-là purement idéologique, par exemple, chez nous, mais je crois que c'est vrai on a fait d'ailleurs un chapitre du manifeste, comme partout, il y a par exemple pour montrer comment ce sont les collectifs qui sont visés, comment il faut briser les collectifs. C'est très important, on a l'impression que la gestion veut absolument qu'il n'y ait plus de groupes. Bon, les corporations, les métiers. Bon, chez nous, à la radio, il y a beaucoup de métiers, les techniciens, les journalistes, etc. Bon, tout le monde s'organisait. Et tout le monde s'organisait forcément relativement à un métier. Qu'est-ce que le métier, en quoi le métier peut gêner ce système de management? C'est une question que je me suis posée. Puisqu'encore une fois, on a intérêt à avoir des gens compétents, qui ont de l'expérience, qui sont des vrais professionnels. Bon. Mais le problème, c'est qu'au niveau du pouvoir, effectivement, lorsqu'on est face à une hiérarchie, les gens de métier, par définition et par leur appartenance à leur corporation, ont un pouvoir. Le pouvoir de savoir ce qu'ils font, d'avoir une compétence particulière, qui va gêner ou contrebalancer la volonté de maîtriser l'ensemble du système sans qu'il y ait de problème, en individualisant les situations. Donc moi j'ai l'impression que par le constat que les métiers sont en cause et que l'interchangeabilité, etc., bon, je prends l'exemple chez nous à la rédaction, de plus en plus, c'est les CDD, la précarisation c'est une chose, mais les spécialisations sont de plus en plus floues. On demande qu'on soit polyvalent dans tel et tel domaine, qu'on puisse faire ci, qu'on puisse faire ça, et le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait professionnellement une expérience ou qui soit ne compte plus, parce que Vincent n'a pas parlé de ça, mais je crois qu'il en parlera, c'est très intéressant aussi, la notion de la gratification. C'est-à-dire que le fait de bien faire son métier, finalement, n'est plus gratifié. Et que c'est d'autres critères qui sont mis en place pour gratifier les personnes. Et ça joue énormément dans le malaise pour des gens même normaux, absolument normaux, effectivement, s'ils ont l'impression de venir travailler tous les jours pour faire un métier, qu'ils y croient, qu'ils s'y investissent, et que finalement ils ont le sentiment que ce sur quoi ils sont jugés, c'est pas ça le problème. Il y a une négation de cet investissement, qui est très dur à supporter psychologiquement, parce qu'on s'est investi, quoi. Et le fait de dire on va s'en foutre, finalement on va faire, c'est pas satisfaisant non plus, parce qu'on passe son temps à travailler. Bon, on est coincé entre le fait de dire bon, puisque c'est comme ça, je me retire et je fais le boulot sans y croire, ou bien au contraire j'y crois et je n'ai pas le retour, j'ai pas l'impression d'être en face. Donc tout ça pour dire de manière un peu générale, disons que moi j'ai le sentiment que ce que l'on cherche, alors après pourquoi, comment, je ne sais pas, ce que l'on cherche c'est vraiment à casser tous les collectifs pour que les choses soient uniformisées, pour que les individus ne puissent plus faire corps d'aucune façon. Alors évidemment après on se dit, c'est une question que je laisse évidemment ouverte, mais il est évident que bon, le pouvoir appartient à celui qui a complètement individualisé le groupe. À partir de là, n'importe qui a le pouvoir sur un groupe individualisé, il a le pouvoir absolu. Bon, pourquoi ce pouvoir absolu? C'est une autre question. Oui, une illustration de ce que dit Antoine. Ceux qui y gagnent, allez voir le film de Jean-Robert Vialet, La mise à mort du travail, qui est absolument magnifique parce qu'il vous va montrer qu'il y en a qui gagnent. Ceux qui gagnent aujourd'hui, c'est plus les travailleurs qui font bien leur boulot, c'est ceux qui font travailler l'argent. Et les actionnaires. Et il y a KKR. KKR, c'est un grand fonds de pension à New York. Robert Kravitz, qui est à Davos et qui est interviewé par Jean-Robert Vialet et qui dit moi, je fais travailler l'argent. Il a 450 entreprises dans le monde, il rachète, il fait le leverage buyout. Alors, il faut vraiment ne pas avoir peur d'affronter l'idéologie gestionnaire et la novlangue managériale dans le combat qu'il faut absolument mener, parce que beaucoup de gens
n'aiment pas la gestion, n'ont pas envie de s'occuper de ça, des travailleurs sociaux, des médecins, des journalistes, des sociologues. Ils choisissent ces métiers parce que ça les emmerde. Sauf que, évidemment, la langue est un outil de pouvoir. Et donc, leverage buyout, je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il fait travailler l'argent, lui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi la crise du monde dans lequel on est vient de cette dissociation entre ceux qui font travailler l'argent, les capitalistes financiers, les bourses, les traders, etc., les grands fonds d'investissement, et puis l'économie réelle, l'économie de production, les travailleurs de la métallurgie, de Mittal, etc. Et ça, comment ça s'est mis en place? Ça s'est mis en place parce que ça a été théorisé par ce qu'on appelle l'école de Chicago, Milton Friedman en économie de l'ultralibéralisme, Gary Becker et d'autres sur les théories du capital humain. C'est-à-dire l'idée que l'humain est un capital qu'il faut faire fructifier. Et donc si vous faites donc d'avoir un rapport capitaliste à votre propre moi, votre moi, il faut développer vos potentialités, etc. Et c'est comme ça vous allez être gratifié, reconnu, etc. Et c'est cette idéologie-là qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est de penser comment se fait-il que l'ensemble de la population des travailleurs et des salariés, et pas que les travailleurs et les salariés, ont trouvé comme un progrès de parler en termes de gestion des ressources humaines, alors qu'avant c'était la relation sociale, ou c'était service du personnel. Alors service du personnel, c'est archaïque, c'est obsolète, c'est bureaucratique, c'est nul, c'est pas performant, etc. Tandis que gestion des ressources humaines, ça c'est top. Et ça illustre exactement ce que disait Britt tout à l'heure, c'est-à-dire ce renversement incroyable en termes idéologiques, que l'humain est une ressource au service d'un objectif qui est le développement de l'entreprise. Alors qu'on pouvait penser que c'était l'entreprise qui était une ressource au service du développement de l'humain. Donc à partir du moment où l'humain est devenu une ressource, effectivement les DRH ont raisonné en disant les effectifs c'est un coût, et le travail c'est une variable d'ajustement. Et un des effets majeurs de l'augmentation de la pression au travail, c'est qu'à partir du moment où une entreprise fait un taux de croissance de 2, 3, 4% par an et qu'on lui demande, les actionnaires, un taux de rentabilité du capital de 10, 15 et 20%, où est la différence? La différence, elle est dans la variable d'ajustement et on met en place la compétitivité, le lean management, etc. pour permettre d'améliorer la productivité des travailleurs et d'améliorer la rentabilité. Et la rentabilité va au capital, elle ne va pas au travail. Pour vous donner une idée, mais je n'ai pas réussi à trouver un économiste qui me fasse le calcul, mais disons que ce qu'on appelait les 30 glorieuses, il y avait à peu près 30, par rapport à la richesse produite, il y avait 30% qui allait au capital, 30% au travail, 30% à l'entreprise. Aujourd'hui, on est plutôt à 60% au capital et le reste au travail et à l'entreprise. C'est un bouleversement considérable, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une pression là. Mais je pourrais continuer l'analyse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça le paradoxe de la crise aujourd'hui en Europe, etc. C'est-à-dire, c'est cette idéologie-là, ce mode de représentation qui nous dit qu'il faut mettre la société au service du développement économique et de la croissance pour résoudre la crise. Alors que c'est justement cette idéologie-là qui produit la crise. C'est-à-dire que c'est l'économie, la société au service de l'économie et non pas l'économie au service de la société. Et donc à ce moment-là, si on a intériorisé ce modèle-là, effectivement, les indicateurs pour voir la performance du politique sont des indicateurs économiques. C'est-à-dire les politiques doivent augmenter la croissance, réduire le taux de chômage, réduire les déficits publics, etc. C'est là-dessus qu'ils vont être évalués. Et non pas sur le bien-être. Or, un des paradoxes aujourd'hui, c'est qu'effectivement la performance financière des entreprises, mais aussi maintenant des institutions publiques avec la RGPP, se mesure en termes financiers et en termes de réduction des déficits, etc., quel que soit le coût que ça représente par rapport au travail, non pas le coût financier, mais le coût humain, le coût social, etc. Donc un médecin, pour illustrer ce que dit Antoine, va être, par exemple, son activité n'est plus déterminée par le fait de soigner, par l'objectif de l'institution et de ce pourquoi il aime son métier, soigner les gens, quelles que soient leurs conditions, la couleur de leur peau, leurs revenus,
Maintenant, les médecins doivent sélectionner les malades en fonction de la T2A, la tarification à l'activité. C'est-à-dire, dans l'hôpital, les malades ont des points en fonction de leur type de pathologie, etc. Et donc, si le médecin choisit, pour exercer sa liberté, de continuer à soigner tous les gens qui sont malades parce qu'il estime que son honneur de médecin, c'est ça, il a un coup de téléphone du directeur de l'hôpital qui lui dit « Écoute, tu fais bien ce que tu veux, mais si tu continues ce petit jeu-là, ton service, il va être mal évalué par l'agence régionale d'évaluation et on va le fermer. Et si on ferme ton service, c'est c'est aussi l'hôpital qui est en danger. Donc tu fais comme tu veux. Hein. Je te dis pas ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire. C'est ton boulot de médecin. Mais et donc il intériorise le fait qu'il doit adapter son activité en fonction des paramètres sur lesquels il va être évalué et va être évalué son service. Moi, je viens d'être soumis à l'évaluation de l'AERS. Bon, je peux vous dire que maintenant, je suis évalué en fonction de l'impact factor et de la bibliométrie, c'est-à-dire du nombre d'articles que j'écris dans les revues classées AAA, c'est-à-dire les meilleures revues de la discipline, etc. Et donc, j'ai été sollicité par une des meilleures revues business éthique mondiale de gestion, etc. Et alors, juste, je vous raconte parce que vous allez voir comment ça devient paradoxal et pourquoi ça nous coince. C'est eux qui me demandent l'article. Moi, je voulais pas, mais j'ai mon collègue du labo, Jean-Philippe Bouilloux, qui est à l'ESCP, l'École supérieure de commerce, qui m'a dit si, faut y aller. Tu vas voir, c'est bien, c'est une très bonne revue et tout ça. Donc, j'ai dit, bon, j'y vais, on envoie un texte. Et là, ça s'est renversé. C'est-à-dire, c'est comme si c'était nous qui étions demandeurs et qu'on est passé dans la moulinette des rewriters, c'est-à-dire de l'évaluation, des évaluateurs. La première chose qu'ils nous ont dit, votre article est vraiment très très bien, mais il faudrait citer les sources anglo-saxonnes, parce que tout se passe en anglais, évidemment. Donc on l'avait écrit en français, et puis on l'avait traduit en anglais. Il faut citer les anglo-saxons. Alors, évidemment, il faut citer les anglo-saxons, puisque c'est eux... Alors, ils me demandent ça parce que, justement, ils veulent ouvrir leur revue à l'approche francophone, mais ils me demandent de citer les anglo-saxons parce que les gens qui vont m'évaluer et qui sont au comité de rédaction de cette revue sont eux-mêmes évalués en fonction du nombre de citations qu'ils ont dans les bons articles des bonnes revues. Et donc, ils ne m'obligent pas à les citer. Ils m'ont rien dit, je suis libre de faire ce que je veux, c'est moi qui écris. Je suis un chercheur libre, indépendant, autonome, etc. Mais il faut pas mettre longtemps pour comprendre que, évidemment, la bonne stratégie, c'est toujours de mettre dans sa bibliographie ceux qui sont susceptibles de vous évaluer. Et dans le milieu scientifique, ça va, on se connaît très bien. Donc, c'était ça. Deuxième chose, on a fait en un an 39 versions de l'article. C'est-à-dire que le travail scientifique avait été fait pour la première version. Mais on a passé l'année à se conformer aux critères, aux indicateurs, au conformisme, en fait, de la discipline. Et j'ai compris. Donc pendant un an, on ne fait pas du travail scientifique, on fait du travail pour pouvoir produire des articles, pour après pouvoir être bien évalué, pour espérer pouvoir continuer à faire son travail. Et la troisième chose, j'ai compris pourquoi Jean-Philippe Bouilloux voulait absolument faire cet article. Parce que le SCP, ils sont beaucoup plus intelligents que l'université Paris Diderot. Lui, quand il sort un article dans une revue classée AAA, il a une prime entre 2 000 et 6 000 euros par article. Pourquoi ? Parce que le SCP est elle-même classée en fonction du nombre de points que rapportent les enseignants-chercheurs, enfin les professeurs de l'ESCP, en fonction donc du nombre d'articles qu'ils publient dans ces revues-là. Et vous voyez comment le système se boucle en permanence ? Et l'ESCP est passé devant HEC. Et le classement de Shanghai, je ne sais pas si vous connaissez, c'est maintenant toute la politique universitaire est liée à l'obsession des présidents d'université de gagner des places au classement de Shanghai. Donc il faut publier dans ces bonnes revues. On a embauché un prix Nobel à Paris 7 parce que ça nous fait gagner beaucoup de points sur le classement de Shanghai, etc. C'est-à-dire, c'est ça la culture de la performance. Et c'est ça qui est totalement pervers parce que, du coup, faire de la recherche, c'est-à-dire les finalités institutionnelles, ce qui fait qu'on aime notre métier et qui fait du sens.
Pour les enseignants-chercheurs, c'est de produire de la connaissance et de la diffuser. Pour les journalistes, c'est de s'emparer de l'actualité, etc., pour essayer de donner des clés de lecture. Pour un médecin, c'est de soigner les gens. Or, aujourd'hui, ça s'est déplacé, c'est-à-dire que les paramètres sur lesquels on est évalué sont plus de bien faire son travail, c'est d'avoir les bons comportements qui s'adaptent aux paramètres sur lesquels on va être évalué par rapport à la culture de résultat qui traduit l'ensemble de nos activités en termes d'indicateurs. C'est la qualité totale, et d'indicateurs qui vont après les traduire en termes financiers. Et c'est cette folie de transformation du monde. Et c'est un phénomène globalitaire, c'est-à-dire c'est l'ensemble aujourd'hui des pays, des États, des ministères, des institutions, des entreprises, c'est l'ensemble de la société qui est soumis à cette vaste entreprise de transformation de l'activité humaine pour la rendre rentable, compétitive, performante, etc. Et donc le monde est maintenant mesuré en fonction de cette capacité à s'adapter à cette culture de la haute performance, et ça produit Armstrong, parce que la perte du sens, elle est liée au paradoxe, elle est liée à cette traduction de l'activité, et elle est liée au fait que les gens sont mal parce que tout le monde aujourd'hui est obligé de tricher pour s'adapter en fonction des indicateurs sur lesquels on va être mesuré. On va commencer à trafiquer les indicateurs. On va commencer à dire qu'on fait autre chose que ce qu'on fait, donc on cache des choses qu'on fait bien et qu'on pense qu'on doit faire parce qu'ils ne rentrent pas dans l'instrument de mesure. Par contre, on va mettre en évidence des choses qui n'ont aucun intérêt, comme faire par exemple 39 versions pour avoir une publication, parce que ça va être évalué. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde triche. L'histoire de la fraude fiscale de Cahuzac, l'histoire des paradis fiscaux, etc. La BNP, si elle a des paradis fiscaux, c'est pour faire des contrats avec les pays où elle a besoin de faire passer cet argent-là. C'est pour bien faire son travail de banquier. Alors on peut dire c'est des salopards, ils veulent frauder, etc. C'est toujours paradoxal. Bien sûr qu'ils fraudent, bien sûr qu'ils trichent. C'est tout à fait vrai. Mais s'ils fraudent et s'ils trichent, c'est aussi pour faire du business, pour faire des affaires, et qu'ils vont être évalués, leur direction et leur cadre supérieur, en fonction des business qu'ils font. Donc il y a une espèce d'hypocrisie à vouloir remettre de la morale là où le système lui-même produit en permanence quelque chose qui est amoral, pas immoral, pas contraire à la morale, mais qui est dans la logique profonde du système. Et Armstrong, c'est un salopard, il a triché, etc. Mais en même temps, ce n'est que la révélation d'un système qui fait que les performances qu'on leur demande ne peuvent pas être faites s'ils se dopent pas, s'ils prennent pas des... Et c'est vrai pour les cyclistes, mais c'est vrai aussi pour tous ceux qui sont dans la haute performance. Les traders à Londres sniffent, prennent de la cocaïne, tous les cadres supérieurs, tous les gens qui sont dans la performance prennent des psychotropes, des anxiolytiques, des trucs et des machins, parce que sans ça, on n'arrive pas à supporter cette tension-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut arrêter d'accabler les comportements de l'un ou l'autre quand ces comportements sont complètement inscrits dans des logiques de système, et c'est ces logiques de système qu'il faut à la fois déconstruire et combattre si on veut sortir de ce mal. Moi je suis d'accord, il faut déconstruire, mais comment en sortir de ce système? C'est quand même pas simple. Vous avez des solutions? Bien sûr, tout est dans le manifeste, Britt. Non, moi, en t'écoutant comme d'habitude, d'ailleurs, ça me met en mouvement la pensée quand tu as dit c'est l'argent qui travaille. Donc j'ai l'impression, parce que je réfléchis évidemment à la situation dans laquelle on est. Si on veut essayer de faire quelque chose, il faut comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui tous. J'ai l'impression que tout ce qu'on nous dit sur la lutte pour l'amélioration, la lutte contre le chômage, etc., y a le paradoxe est aussi en jeu sur le plan politique. C'est-à-dire que pour que ça aille mieux, il faut que les gens aillent moins bien. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à refaire de l'argent, d'ailleurs les bourses ne vont pas si mal en ce moment, paradoxalement, pour qu'on arrive à continuer à refaire fonctionner le système, il faut pressurer un peu plus. Et que l'idée de dire que si vous serrez la ceinture, ça va aller mieux, c'est une escroquerie complète. Enfin, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais ça, on a l'impression que c'est sur l'humain, effectivement, que le système va continuer à s'alimenter jusqu'au point où les arbitrages, et c'est là où on vient à ce qu'on peut faire,
quand ce sera suffisamment évident, si toutefois c'est vrai, quand ce sera suffisamment évident que plus ça va mal, moins la perspective que ça aille mieux apparaît, cette histoire de paradoxe de l'austérité aujourd'hui, c'est extraordinaire, parce que l'austérité, c'est la seule politique commune de l'Europe, tout le monde fait l'austérité à 100%, et il se trouve que progressivement, les gens se mettent à déclarer qu'est-ce que c'est que cette politique d'austérité, ça nous fout dans le bain. Alors il y a eu d'abord effectivement un certain nombre de gens de gauche, les économistes, et puis après c'est arrivé aux États-Unis, après même le FMI s'est mis à dire ça, et je disais à midi dans le journal que M. Barroso lui-même, qui est donc le président de la Commission européenne, avait dit cette phrase, l'austérité a des limites. Et il a eu ensuite ce commentaire très rigolo, à mon avis, qui était de dire une politique, même si elle est très bonne, il faut quand même qu'elle ait un certain soutien social et politique, sinon ça ne va pas. C'est-à-dire que on fait très bien, mais si tout le monde pense que c'est mal, ça nous pose quand même un problème. Mais vous voyez, ne remettez pas en cause le fait qu'il faisait peut-être pas exactement ce qu'il fallait, mais c'était parce que les gens le percevaient mal. Bon. Donc, aujourd'hui, pour revenir sur cette question-là, donc tout le monde fait un peu le même diagnostic en disant mais où est-ce qu'on va à continuer à serrer les boulons, les budgets, réduire tout, parce que c'est le discours absolument permanent qui s'est répandu partout, comme vous le savez sans doute. Est-ce que cette situation-là, tout le monde la décrit comme dommageable? Il y a un point où finalement on va partir en spirale descendante, puisqu'on n'arrivera pas à se redresser si on continue à se maltraiter comme ça. Donc pour moi, j'ai l'impression, je ne suis pas que je sois pessimiste tellement sur la capacité à agir au point où nous en sommes, il me semble qu'il y aura un moment de vérité, disons, qui va venir de quelque chose, d'une sorte de crise qui ne sera peut-être pas forcément facile à gérer, mais le moment où on va pouvoir redresser la barre consciemment, en essayant de faire ça en réfléchissant par les institutions politiques, par un ressaisissement paisible, on va dire, d'une société démocratique, moi j'ai l'impression qu'on a franchi ce seuil et que malheureusement on va être sans doute confronté à une situation qui va nous amener à bouger, ou qui va faire un choc, comme on dit aujourd'hui. C'est pas peut-être un hasard si le mot choc, si vous l'avez remarqué, est devenu le mot clé. Donc le langage étant souvent l'anticipation de la réalité, j'ai l'impression qu'on va vers ce qui s'appelle un choc, et qui, à partir de là, nous redonnera peut-être les moyens d'en sortir. Et je crains qu'on n'y échappe pas maintenant. Ça ne sera peut-être pas forcément un choc si dramatique, mais ça aura quand même l'impression, ça donnera la sensation du choc. Et le choc, ce que je vais dire, ça ne va pas rassurer tout le monde. Mon sentiment, c'est que si le capitalisme a été aussi performant, Schumpeter disait, c'est à cause d'un principe qui est la destruction créatrice, c'est-à-dire le capitalisme détruit en permanence ce qu'il produit pour produire autre chose, et que ce qu'il produit de nouveau apporte beaucoup plus de valeur que ce qui a été détruit. D'où cet extraordinaire dynamisme du capitalisme. Et moi, j'ai beaucoup analysé dans l'informatique, par exemple. L'informatique, c'est extraordinaire ce qui s'est passé depuis 50 ans. Chaque année, ils ont sorti du matériel qui était 2 fois plus petit, 2 fois plus puissant, 2 fois plus rapide, 2 fois plus convivial et 2 fois moins cher. Et maintenant, vous avez dans votre petite machine dans la poche accès à la connaissance dans le monde entier, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la haute performance, l'excellence, et même de voir Armstrong monter le col de l'Izoard, etc., ça nous prend, je veux dire, il y a de l'émulation, il y a de l'excitation là-dedans. Donc on y croit, c'est bien normal, et il y a des raisons d'y croire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que la crise vient dans les pays les plus développés, c'est que ce principe de Schumpeter semble s'inverser. Et que c'est plus la destruction créatrice qui prime, semble-t-il, c'est la création destructrice. C'est-à-dire que ce qui se passe, on est dans un point de bascule. J'en vois 3 indicateurs. Le premier, c'est les ressources de la planète, l'exploitation de la planète. On détruit plus qu'on produit de nouveau et on ne renouvelle plus les poissons dans l'océan, etc. Et puis on pourrait pousser en allant Monsanto avec ces nouvelles formes d'agriculture où les semences elles-mêmes ne sont plus créatrices d'autres semences puisqu'elles ne sont utilisables qu'une fois, etc. Vous voyez, on pourrait aller plus loin. Le deuxième indicateur, c'est
c'est le capitalisme financier qui s'est déconnecté du capitalisme de production, de ce qu'on appelle l'économie réelle. Et donc le capitalisme financier détruit l'économie réelle. En Europe, demandez aux ouvriers de Mittal, de Petroplus, etc. Ils sauront exactement de quoi on parle. Et au niveau du travail, c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est-à-dire ce mal-être persistant qui fait que les gens ont le sentiment qu'effectivement, ce qu'ils produisent ne fait plus sens et que c'est eux qui sont détruits par cette évolution, cette culture de la performance et de la haute performance. Donc si le choc, il risque d'être brutal parce que on n'est pas dans un état de crise. La crise, c'est un état transitoire entre deux états. On est dans un état structurellement qui a quelque chose de destructeur. Donc c'est pour ça qu'il est temps de réagir et que, au niveau politique, ce qui est, à mon avis, un des combats prioritaires, c'est de lutter une bataille idéologique qui est non idéologique comme bataille. Je m'explique. Il n'y a rien de moins idéologique que la gestion, que le management, la novlangue managériale, elle est pragmatique, elle est positive, etc. Il n'y a pas une gestion de gauche et une gestion de droite. Il y a une gestion efficiente, efficace. Et il y a une gestion pas efficiente, pas efficace. Ça ne se discute pas, ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté à voir que la gestion il y a une langue managériale qui ne permet pas de penser la complexité du monde et les contradictions du monde dont on parle. Risques psychosociaux. Avant, on parlait de violence au travail. Christophe Dejoux avait fait un rapport sur la violence au travail. On sait de quoi on parle quand on parle de violence au travail. Puis après, ça a été souffrance au travail. On sait encore de quoi on parle. Quand on parle de risques psychosociaux, on ne sait plus de quoi on parle. Risque pour qui, pourquoi, psychosocial, etc. Ça veut tout dire, rien dire. Ça arrange tout le monde. Ça arrange les patrons, ça arrange les syndicats, ça arrange les experts, les médecins, les psychologues, tout le monde s'y retrouve. Sauf que ça désigne quoi ? Ça désigne l'escamotage du débat de Bailly dont on parlait tout à l'heure. On peut dire, oui, c'est eux qui vont mal, donc c'est un problème de psychologique et médical. Et les autres disent, non, c'est l'organisation, etc. C'est-à-dire, ça neutralise les conflits, ça neutralise la capacité de penser le monde. Et quand on entend les politiques, Barroso et les autres, c'est extraordinaire comme ils ne vous donnent aucune clé de compréhension. Quand on entend les discours sur la crise, c'est hallucinant. C'est-à-dire, on est dans un monde qui n'est plus dans le monde. On est dans un langage qui ne permet plus de maîtrise. Quand tu disais on n'a plus de maîtrise sur les choses, c'est à cause du langage. C'est parce que le langage ne nous permet plus de maîtriser les choses. Et donc pour moi, une des solutions, entre guillemets, parce que je ne suis pas dans l'approche solution, une des nécessités devant lesquelles on est, c'est de batailler contre cette novlangue managériale. J'ai une de mes étudiantes qui fait sa thèse là-dessus. Elle avait vu, c'est Victor Klemperer, je crois, qui a fait ce livre magnifique sur la langue du Troisième Reich, qui montrait comment cette langue-là, justement, désamorçait en permanence la possibilité de toute contestation en mettant les gens dans des paradoxes totaux. Vous vous souvenez de ce qu'il y avait sur Auschwitz, le travail rend libre. C'est ça qui empêche de penser le monde. Et moi, ça me frappe beaucoup parce que tous les gens qui sont vraiment dans un malaise profond au travail, la première chose qu'ils disent, à un moment donné, j'ai arrêté de penser. Et donc, ça donne une vraie clé, ça, par rapport à la bataille à mener pour... On est dans le mal-être quand on a arrêté de penser. Sauf que quand on a arrêté de penser, c'est justement un mécanisme de défense par rapport au mal-être qui neutralise et inhibe le mal-être dans lequel on est. Et donc tous les gens qui sont dans l'adaptation, je le vois mes collègues à l'université, parce qu'en ce moment, je peux vous dire, à l'université, je vois ça, c'est une espèce de laboratoire de tout ce qu'on raconte. Bon. Eh bien, ils arrêtent de penser, et c'est le mécanisme du clivage, qui est un mécanisme de défense bien connu. Il y a une partie de mon moi qui s'adapte à ce qu'on me demande, qui fait son boulot, etc. Et s'il n'y a pas de contestation, c'est parce que l'autre partie de moi qui serait plus critique, qui aurait envie d'autre chose et qui se sent mal, je la mets de côté. Et donc, je suis dans le clivage. C'est les personnalités as if, disent les psychanalystes. Comme si. Je fais comme si, je m'adapte, etc. Ouais, t'es en forme. Ouais, ça va. Ouais, c'est la pêche, les objectifs, les trucs, les machins, etc. J'y vais. Et puis, ce qu'ils voient pas, c'est que quand on s'installe dans le clivage, à un moment donné, le moi qui voudrait résister, là,
du côté du sujet, du côté du désir, de ses aspirations et du sens, il s'atrophie, il s'inhibe et il disparaît. Et c'est pour ça que les gens se suicident ou pour que les gens s'effondrent à un moment donné. C'est parce que quand leur moi qui s'est adapté à l'organisation n'est plus soutenu par l'organisation, parce qu'ils sont placardisés, parce qu'ils sont licenciés, parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils vont pas bien, etc. Quand ils ont plus cet étayage, ils s'effondrent. Et l'autre moi, qui était celui qu'on mettait de côté pour essayer de se dire un jour, je redonnerai du sens à ma vie, je ferai de l'art, de la créativité, je ferai vraiment ce qui fait sens pour moi. Ce moi-là, il est complètement atrophié. Et donc, c'est bien pour ça que ce que je suis vraiment dans les solutions, c'est-à-dire que je suis parti du niveau macro-économique par rapport au capitalisme, puis je suis passé au niveau de la devlangue managériale et puis des outils de gestion et des modes d'organisation, et j'en arrive au plus profond de ce qui est au cœur du fonctionnement psychique des individus. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est à tous ces niveaux en même temps qu'il convient d'agir et de réagir si on veut effectivement sortir de ce mal-être au travail. Je voulais savoir jusqu'à quel point cette perversion pourrait aller, si ce n'est, comme vous l'avez dit, un fonctionnaire qui va être jugé en fonction de critères très éloignés du côté pragmatique, ou alors un médecin qui va devoir exercer sa profession de façon très éloignée, de vouloir soigner des gens, mais uniquement sur les critères qui lui seront imposés. Jusqu'où ça peut aller? Je trouve quand même qu'il y a une tonalité un peu globalement pessimiste, on va dire, dans mon propos, et je ne suis pas persuadé que l'entretenir, une fois de plus, soit le meilleur moyen de changer les choses. Alors, j'ai essayé de donner l'exemple et donner deux petits exemples dans un domaine que je connais un peu, sans tirer de l'informatique, vu que vous avez parlé du rôle des nouvelles technologies, qui peuvent laisser entrevoir des esquisses de solutions ou d'espoir sur des nouvelles manières de travailler, à la fois individuelles et collectives, qui donnent du sens au travail. Alors, je pense notamment à une, qui est le mouvement bien connu du logiciel libre, l'open source. Donc on a là des gens qui travaillent en réseau à travers toute la planète et qui développent de manière collaborative, donc sur un modèle qui est, de manière collaborative et aussi sur des initiatives tout à fait individuelles. Et donc on a un mode de travail qui d'une part fait appel au collectif que vous avez dit, mais aussi à l'émulation, à la compétition. Et donc, mon sentiment, c'est que pour sortir un peu, pour donner un sens au travail, il faut peut-être sortir un peu des schémas tout établis, de stigmatiser soit le collectivisme, soit l'initiative purement privée, et d'imaginer d'autres modalités de travail que permettent les nouvelles technologies. Donc, le logiciel libre, donc, qui évidemment a fourni un travail absolument colossal, une grande partie de l'infrastructure du web tourne grâce à ce travail de dizaines de milliers de personnes qui travaillent probablement depuis une dizaine d'années. Et puis il y en a un autre que je connais un petit peu moins, qu'on appelle qui est un autre mouvement qui s'apparente un peu philosophiquement au mouvement de l'open source et qui lui aussi pourrait peut-être donner un peu de sens au travail, qui est le mouvement qu'on appelle des makers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un mouvement qui repose sur un progrès technologique, les imprimantes 3D, donc qui permettra de concevoir des objets, notamment de faire face à ce que vous disiez tout à l'heure, téléportation, de s'opposer à l'obsolescence programmée en permettant à tout un chacun de fabriquer des objets, en tout cas simples dans un premier temps, de les réparer, etc., de les enrichir de manière collective, de les faire imprimer soit chez soi, soit dans des entreprises spécialisées, etc. Donc là aussi, encore une fois, les nouvelles technologies peuvent permettre, pour autant qu'on sorte un peu des carcans, je dirais, idéologiques traditionnels, qu'on ait le courage de l'invention, d'inventer de nouvelles solidarités, de nouvelles manières de travailler ensemble qui utilisent à la fois le collectif et puis ce que l'individu et la compétition apportent de positif. Bonjour, j'ai été un des animateurs du collectif Santé et Travail de la Fédération CGT des services publics pendant une quinzaine d'années. J'ai créé à ce titre-là un site internet qui s'appelle Comprendre pour agir autour des questions de la santé, du travail et de la culture. Simplement par rapport à votre intervention, deux petites choses. Je partage un peu l'intervention précédente parce qu'il serait quand même bon de citer des exemples, des expériences où on a réussi à faire bouger des choses, quoi.
Parce que si on est simplement sur les constats qu'on ne peut rien changer, c'est un peu désespérant. Moi j'ai l'expérience, j'ai été secrétaire du syndicat donc CGT de la ville de Vénissieux pendant 8 ans, et notamment on a eu une lutte qui a duré 7 ans à la médiathèque, avec tout un tas de dysfonctionnements sur l'organisation du travail et sur la question managériale. On a réussi au bout de 7 ans à avoir une expertise et à remettre à plat l'ensemble de l'organisation du travail. Parce qu'il y avait une intersyndicale CGT Sud, parce que les militants étaient formés. Ce que je veux dire simplement, c'est que à partir du moment où les salariés sont organisés, alors il se trouve que là c'était la forme syndicale, il pourrait y en avoir d'autres, où il y a une stratégie syndicale et où les agents sont sur le terrain de l'action et de la lutte, tout est permis. Voilà. Alors ça n'arrive pas souvent, parce qu'il faut qu'il y ait la conjonction de beaucoup de choses. On a joué également sur la presse, souvent, enfin on a essayé de jouer avec tous les leviers qu'on avait. Et ce que je veux dire, c'est que on peut faire bouger les choses. Et donc, une petite question en passant, parce que vous avez évoqué un certain nombre de choses, mais je vous ai peu entendu sur la question de l'organisation du travail, qui me paraît assez centrale aujourd'hui pour faire bouger ces lignes-là. Merci. Un tout petit mot pour ce qui me concerne. Je crois que je ne suis pas convaincu que ce soit une question de pessimisme ou d'optimisme, parce que quand j'ai parlé de choc, on peut l'attendre avec un certain optimisme aussi, puisque ça permettra sans doute de débloquer quelque chose, et je ne parle pas du tout forcément d'une situation dramatique. J'espère que ça se passera de manière, ça peut très bien se passer de manière plutôt forte, voilà, ça peut créer un mouvement qui ne soit pas du tout négatif. Donc quand j'ai dit tout à l'heure, mais évidemment je peux me tromper, que j'avais l'impression qu'alors que tout avait été bien décortiqué, bien dit, et que malgré tout rien ne bougeait véritablement sur le plan systémique, si vous voulez, on fait un constat d'un problème systémique. Bon. Si le système lui-même fait ce constat sans qu'il se réforme d'aucune façon fondamentalement, on peut penser qu'il est au-delà de la capacité de réforme. C'est tout ce que je disais. C'est-à-dire que je pense que nous sommes au-delà de la capacité du système à se réformer. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de choc, et encore une fois, ce choc n'est pas du tout une vision forcément pessimiste. Au contraire, on peut espérer qu'il vienne assez vite pour que les choses soient bousculées. Voilà, c'est plutôt une situation qui doit être bousculée que les choses apparaissent nettement. Lehman Brothers, vous voyez, c'était quand même un choc. Bon, ça a été on avait l'impression, vraiment, là, c'était quelque chose qui s'effondrait. On a passé, depuis ce moment-là, tout le temps à essayer de recouvrir ça, de ne plus considérer qu'il y avait un problème dans la finance, de soi-disant prendre des mesures sans en prendre, et finalement, on a réussi à culpabiliser les peuples du problème, en disant, voilà, c'est vous avez trop... Voilà ce qu'on a réussi à faire au niveau du discours. Donc, un système qui produit de tels mensonges et qui se ferme les yeux sur la question systémique, à mon avis, n'a plus beaucoup de ressources. Bon, c'est pour dire ça. Maintenant, je suis très intéressé par ce que vous avez dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voudrais d'ailleurs vous poser la question, puisque vous connaissez évidemment sans doute beaucoup mieux que moi cela. J'ai l'impression que le bouleversement peut peut-être aussi venir de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce qu'on appelle la gratuité, la capacité de créer d'autres modes d'échange hors système, peut précisément venir de ce qu'on a considéré comme un espace virtuel, mais qui peut tout à fait, et on le voit aujourd'hui, avoir un impact fort sur le réel. Mais ça serait quand même un choc, si je puis dire. Si, par exemple, le système marchand était déstabilisé par les capacités qu'on a avec Internet de faire autrement, on serait dans un bouleversement. Vous voyez, c'est pour ça que je me demande si vous, quand vous dites cela, vous pensez qu'on peut changer radicalement une situation grâce, ou est-ce que simplement vous pensez que ça peut l'améliorer? Voilà. Je ne crois pas que ça puisse l'améliorer. Je crois peut-être que ça peut la bouleverser. Alors, je vous pose la question. Très rapidement, un exemple tout à fait concret, c'est le logiciel Linux, un système d'exploitation gratuit, comme vous le savez, qui permet, qui rentre en compétition frontale avec Microsoft et avec Apple. Pour l'instant, ils ne sont pas encore aussi développés dans l'informatique domestique. Ils sont extrêmement développés et ils prennent des parts de marché colossales à des mastodontes. Donc si le gratuit triomphe, vous êtes d'accord que le non gratuit périclite. Bon, donc c'est une révolution, c'est un choc. Et c'est la crise. Non.
L'autre aspect sur lequel je n'ai pas insisté suffisamment, c'est l'aspect sens, c'est-à-dire que la motivation des gens qui effectuent ce type de travail, c'est pas en premier lieu de gagner de l'argent, c'est de faire bon travail, c'est de faire du travail qui rendra service à millions de personnes. Et voilà, c'est surtout sur l'aspect sens que ça me semble essentiel. Tout à fait. Moi, je suis persuadé que tous ceux qui sont comme vous, qui travaillez précisément dans ce domaine-là, c'est aussi une manière, mais c'est pas une manière, je veux dire, de réformer le système. C'est une manière de trouver un point d'appui qui va permettre peut-être de bouleverser le système. C'est pour ça que je crois que nous ne sommes pas complètement en contradiction dans nos discours, que ce n'était pas l'idée. Mais je crois qu'il y a une ambiguïté. Je vais essayer de répondre. La première question sur la perversion, la différence entre raisonner en termes de perversion et raisonner en termes de paradoxe. Si on raisonne en termes de perversion, la perversion, ça renvoie à une nosographie bien précise sur des comportements psychologiques d'un certain nombre de gens, et ça met la responsabilité sur le pervers narcissique, etc. C'est pas qu'il n'existe pas de pervers narcissique, c'est qu'il faut comprendre que si, j'insiste pour parler plutôt en termes de paradoxe plutôt qu'en termes de perversion, c'est que même si on supprimait tous les pervers narcissiques de la Terre, on ne supprimerait pas le problème, parce que la cause du problème n'est pas dans la perversion, elle est dans des modes d'organisation qui produisent des contradictions qui ne sont pas médiatisées là où elles devraient l'être, en particulier par le management et par les nouvelles technologies d'information et de communication, et c'est quand cette médiatisation se fait pas que ces contradictions se transforment en paradoxes. Je m'excuse de jargonner un peu, mais c'est très important. Je veux dire, si on veut vraiment agir sur les causes, de pas se tromper sur ces causes-là. Alors, c'est pas une question de pessimisme ou d'optimisme. Moi, j'essaye de voir les choses comme elles sont et de les analyser comme elles sont. Et j'aimerais bien être porteur d'espoir et de dire, ah oui, parce que c'est tout à fait vrai et c'est tout à fait paradoxal, on est dans un monde dans lequel il y a tous les jours des milliers et des milliers d'initiatives qui sont prises pour essayer de développer du progrès, du bien-être au travail, des luttes qui permettent de remettre en question des modes d'organisation qui mettent les salariés en difficulté, etc. Et c'est, si vous voulez, c'est Davos, j'ai parlé de Davos, parlons de Porto Alegre ou autre, c'est-à-dire toutes ces, dans l'économie sociale et solidaire, parmi les start-up, etc., partout dans le monde du travail, partout dans la société, il y a des gens qui se mobilisent aujourd'hui pour produire de l'être ensemble plutôt que du profit, pour produire de l'intelligence, du travail bien fait et de la créativité plutôt que d'être obsédés simplement pour répondre aux objectifs financiers qui leur sont fixés. Et je connais bien le système de le monde de l'informatique, puisque la première recherche que j'ai faite sur ces questions-là qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était IBM dans les années 60-70. Et IBM dans les années 70, c'était exactement ce que vous venez de décrire. C'était l'enthousiasme, c'était la créativité, c'était enfin on allait réconcilier l'homme et l'entreprise, enfin on allait trouver des modes de management qui allaient permettre la considération de la personne, qui allaient permettre des formes harmonieuses du travail, de la collaboration, de la solidarité, etc. Et ce que je crains, c'est que c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, en particulier dans ces domaines technologiques de pointe, les débuts sont flamboyants, les débuts font sens, les débuts sont créatifs, les débuts sont porteurs d'espérance, d'espoir. Et puis, au bout d'un moment, vous aurez remarqué toute l'histoire de l'informatique, c'est ça. Il y en a qui réussissent et qui pètent les objectifs, qui pètent les compteurs, qui font des profits absolument colossaux. Bon, Google, etc., en est une des illustrations les plus fortes. Et puis, il y a quelque chose qui se dégrade. Il y a quelque chose qui fait. IBM, j'ai été invité par le comité central d'IBM il y a 6 mois. Et à la fin de mon pour pouvoir former les élus, pour justement les aider à lutter par rapport à l'accroissement incroyable des RPS, du stress en particulier, de l'épuisement au travail, etc., à IBM, qui est encore une entreprise florissante qui fait du profit. Et à la fin, c'était tous les syndicats, ils me disent, mais vous savez, à IBM, on se suicide plus qu'à France Télécom. Et je leur dis, mais pourquoi on ne sait pas ça? Pourquoi on n'en parle pas? Et ils m'ont répondu, des syndicalistes. On va quand même pas abîmer l'image de la boîte. C'est pour vous dire combien c'est compliqué, parce que c'est vrai
qu'il ne faut pas cultiver le désespoir pour le désespoir, le pessimisme pour le pessimisme, etc. Mais il faut bien comprendre que ce dont vous parlez, de cette espérance que les salariés ont toujours d'avoir à disposition des nouveaux outils, que ce soit des outils de management ou des outils informatiques ou des formes d'organisation coopérative ou autres, qu'il faut bien comprendre, c'est quand on les analyse dans la durée, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à tenir dans la durée ces beaux projets. Bon. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'économie sociale et solidaire, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui se recréent tout le temps et c'est une bonne chose, mais qui n'arrivent pas à fonctionner dans la durée parce que les logiques structurelles de l'économie dans laquelle on est, des enjeux par rapport aux banques et des nouvelles technologies, quand vous voyez la façon dont les logiciels sont utilisés et sont vendus par les grands cabinets de consultants qui accompagnent les réformes, qui accompagnent les restructurations, qui accompagnent qui soutiennent tous ces nouveaux outils de gestion, effectivement, il n'y a pas de quoi être optimiste parce que ils installent les deux maladies majeures très rapidement dont je parlais tout à l'heure, qui sont la cantophrénie et la prescriptophrénie. Et c'est pareil pour les syndicats. Les syndicats, j'ai beaucoup, actuellement avec le manifeste, on est beaucoup sollicité par les centrales syndicales, justement par rapport à cette préoccupation dans laquelle ils sont. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau syndical par rapport à ça? J'ai suivi l'Observatoire du stress, par exemple, la France Télécom, c'est très très bien. Et je ne connais pas l'histoire de la médiathèque où vous êtes, mais il y a des luttes comme ça, heureusement, dans beaucoup de lieux. Mais vous remarquerez, et vous l'avez dit vous-même, combien elles sont longues, difficiles et minoritaires. Et avec les centrales syndicales, on travaille sur une contradiction qui est très très forte aujourd'hui dans le milieu syndical et chez les militants syndicaux. C'est que tous les militants syndicaux ont compris que s'ils veulent garder leur crédibilité et par rapport à ce qui se passe dans le monde du travail, il faut qu'ils passent un temps fou à écouter le mal-être individuel et personnel de l'ensemble de leurs collègues qui travaillent et qui disent ça va pas. Et puis et ils ont besoin de prendre le temps de l'écoute, le temps de cette disponibilité à l'autre pour recevoir cette plainte, pour recevoir ce mal-être, pour recevoir cette parole qui ne peut pas s'exprimer ailleurs. Et donc les gens vont voir les militants syndicaux pour ça. Et donc les militants syndicaux, ils savent bien qu'il faut qu'ils le fassent et en même temps ils sont ni formés pour ça et ils ont le sentiment de se transformer en assistante sociale ou en psychologue, alors que les militants syndicaux, leur formation, leurs habitus, c'était la lutte, c'était de batailler contre les patrons, c'était le collectif, la solidarité, la grève, la bataille collective, etc. C'est là où ils se ressourcent. Et d'ailleurs, les quelques images qu'on voit à la télévision, de ces quelques bastions qui continuent à résister, etc. À la fois, ils sont porteurs d'espoir, et vous remarquerez que la plupart de ces batailles-là, ces derniers temps, ont été perdues. Je ne suis pas pessimiste, je suis sociologue. Je veux dire, je le constate, et que celles qui ont été gagnées, c'est pas moi qui dis qu'il n'y a pas il faut développer à la télévision des success stories, effectivement, pour pas désespérer les gens. Mais je m'excuse, ces success stories, c'est du roman. C'est Carla Bruni, bon, ça va. Oui, il y en a quelques-uns comme ça, mais la structure, elle est pas là. Et donc, par rapport aux syndicats, c'est très intéressant parce que on peut penser que il y a qu'eux qui peuvent remettre vraiment du sens collectif et de l'action collective par rapport à ça. Et en même temps, ce que je constate, c'est que la plupart des syndicats sont pas armés pour mener cette bataille idéologique contre l'idéologie managériale. Et là, la coupure du monde syndical par rapport à la loi sur la compétitivité, on est un exemple massif. On a d'un côté FO et la CGT qui disent mais c'est un scandale parce qu'ils partagent l'analyse qu'on fait ici de dire que ça va renforcer la fragilité par rapport aux salariés face à la révolution managériale, le terme est du MEDEF. Et vous avez de l'autre côté la CFDT, la CFTC, etc. qui disent non, il vaut mieux participer pour essayer d'adapter, pour éviter le pire. Et donc, dans l'accord, on a quand même obtenu ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ce qui est terrible, et c'est pour ça que c'est paradoxal, c'est qu'ils ont tous les deux raison, d'une certaine façon, et en même temps, cette division entre eux, où ils se tirent des bourres en disant que l'autre a tort, justement, parce que ils sont dans une lutte qui, elle, est absolument dépassée. Parce qu'il faut mettre au cœur la contradiction, de la compréhension de la contradiction, pour pouvoir essayer
de faire ce que disait Scott Fitzgerald par rapport à ça, il faudrait penser deux choses totalement contradictoires. Il faudrait penser que les choses sont sans espoir et être cependant décidé à les changer. Et je vous remercie pour ce témoignage parce que il est très important que cette violence-là puisse être traitée pas seulement en renvoyant la personne en termes psychologiques, psychiatriques, avocats, etc. Et ce que vous exprimez très bien, c'est le fait que ce sentiment de solitude, d'impuissance et de répétition qu'il y a dans ces situations-là. Si je peux me permettre juste pour remettre ce que vous nous dites comme témoignage dans un débat plus large, je m'en excuse parce que en même temps on voit bien que chaque cas est en même temps tout à fait singulier, mais il se ressemble aussi beaucoup. Hein, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Il y a un film là. Je voudrais dire il faut faire, je pense, la différence entre, c'est un proverbe indien qui dit, à celui qui est affamé, il faut donner à manger, à celui qui a faim, il faut apprendre à cultiver la terre. À celui qui va pas bien, qui tombe malade, etc., il faut apporter effectivement une aide psychologique, médicale, juridique éventuellement, etc. Et il faut savoir qu'il y a un moment donné où on a besoin de se protéger et on a besoin d'être pris en charge, vraiment pris en charge. Et vous montrez bien le paradoxe dans lequel ça met, quand on dit, mais pour se protéger, il faut partir, mais si on part, c'est une défaite, parce que d'une certaine façon, on sait que c'est pas moi qui vais pas bien, c'est la situation dans laquelle on m'a mise, etc. Donc il faut à la fois faire ce double mouvement qui est évidemment, qui demande beaucoup de courage, beaucoup de force, et je pense, beaucoup de soutien aussi d'un certain nombre de gens pour pouvoir à la fois se protéger et en même temps ne pas renoncer à ses droits, ne pas renoncer à son travail, ne pas renoncer à son existence sociale, ne pas renoncer au fait que c'est pas une vie d'être psychiatrisé, médicalisé, etc. C'est pas une vie d'être en pré-retraite, etc. Il y a beaucoup de gens qui comprennent ça, mais de quoi tu te plains, t'es payé, et puis non, parce qu'on n'a plus d'existence sociale et on est mis en grande difficulté. Et donc il y a un vrai travail de formation auprès de tous les acteurs, les intervenants par rapport à ces questions-là, pour à la fois, on a besoin par exemple de psychologues et de médecins pour aider les gens qui vont pas bien et les prendre en charge au niveau psychologique et médical, et en même temps il faudrait que ces gens-là soient formés pour dépsychologiser et démédicaliser leurs réponses, c'est-à-dire apporter l'aide psychologique et médicale qui est nécessaire, mais en même temps ne pas se tromper, de dire que le problème il n'est pas là, ou il n'est pas là, il est là-bas, et qu'il faut faire le lien entre les deux. Et c'est ça que je pense qui est important. Je vous cite juste deux exemples. L'exemple des consultations souffrance et travail, je le dis pour tout le monde, il y a un site, c'est Marie Pesé, puis toute une équipe de gens qui sont autour d'elle, qui sont pluridisciplinaires, psychologues, médecins, inspecteurs du travail, juristes. Heureusement d'ailleurs que les juristes sont là aujourd'hui pour ramener les choses à leur place, que ce soit par rapport à etc. Il y a un certain nombre d'arrêts de la Cour de cassation qui renvoient bien la responsabilité aux employeurs et non pas aux salariés. Et donc, ces consultations souffrance et travail sont très utiles parce qu'elles donnent toute une série de modes d'emploi en fonction des problèmes que l'on rencontre pour savoir et à qui on peut s'adresser justement pour sortir à la fois de cette solitude, mais aussi de ce que vous dites du risque du syndrome de la patate chaude. C'est-à-dire que le psychologue renvoie au médecin, le médecin au psychiatre, le psychiatre à l'inspecteur du travail au syndicat, etc. C'est-à-dire que chacun, ne pouvant intervenir que faire un petit bout, ils sont impuissants par rapport à la complexité des situations. Et donc, ils ont essayé, eux, d'avoir une réponse pluridisciplinaire. Et ça, c'est au niveau de l'aide concrète à des personnes concrètes qui sont dans des situations équivalentes à la vôtre. Et puis, il y a des choses au niveau, moi, par exemple, je me suis investi dans l'appel des appels. L'appel des appels, c'est un lieu où l'ensemble des gens qui sont mobilisés collectivement, que ce soit syndicats ou que ce soit sauvons la recherche, sauvons l'université, sauvons l'hôpital, sauvons la clinique, le travail social, sauvons les journalistes, sauvons tous ces mouvements de résistance qui sont mis en place sur cette analyse que c'est bien ces pratiques de management et de mode d'organisation qu'il faut remettre en question, essayent de se rassembler ensemble. Et il y a un manifeste que je vous invite à lire si ça vous intéresse. Vous tapez manifeste de l'appel des appels qui montre
que les problèmes sont les mêmes pour les journalistes, pour les chercheurs, pour les gens de France Télécom, pour les gens dans les hôpitaux, pour les travailleurs sociaux, etc. Et ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, aussi, au cœur même de l'État et des institutions publiques. Et ça, je crois que c'est très très important de dire que ce qui se passe à France Télécom, c'est pas propre à France Télécom, c'est quelque chose de transversal. Alors, évidemment, c'est pas optimiste ce que je dis, mais je vous assure que je vous remercie du début de votre intervention quand vous dites que vous ne ressentez pas mon discours comme pessimiste. Non, je pense qu'il met des mots sur des choses que beaucoup de gens ressentent chacun dans leur coin et que c'est important de pouvoir partager ensemble ces expériences pour voir que c'est pas moi tout seul dans mon coin. Et que c'est pas moi qui suis folle ou qui déconne ou qui suis fragile, vulnérable ou je sais pas quoi. Et que vous avez raison de vous révolter. Je le dis parce que il y a une culpabilité parfois de dire, on retourne l'agressivité qu'on se reçoit en disant j'ai pas rempli mes objectifs, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'en ai pas fait assez, etc. Il faut dépsychologiser et déculpabiliser en disant que la responsabilité, effectivement, c'est pas soi ou c'est pas en soi, mais c'est bien dans la relation à ces modes d'organisation et ces nouvelles formes de travail. Vous avez parlé donc de stratégie d'adaptation en fonction des critères de notation. Donc ça ne commence pas au travail, ça commence avant le travail. Par exemple, les chômeurs chez Pôle emploi, moi je suis en chômage en ce moment, donc les cabinets de recrutement constatent qu'environ 25% des CV sont daubés, parce qu'il faut avoir l'air d'avoir le profil pour le poste un maximum, il faut avoir l'air très bien. Et puis quand vous avez 13 mois d'inactivité, l'APEC vous apprend soit à assumer vos 13 mois, soit à raconter des bobards, parce qu'avoir 13 mois d'inactivité, effectivement, c'est pas performant. Et par contre, je crois qu'on déculpabilise, aussi bien les cabinets de recrutement que l'APEC déculpabilise le chômeur qui va raconter un bobard. C'est très décomplexé, peut-être parce qu'ils ont peur des vagues de suicide, justement, c'est ce que je me dis en fait. Voilà, et donc maintenant, donc, Pôle emploi, quand vous avez 13 mois d'inactivité, vous envoie dans le secteur privé par des cabinets d'outplacement qui ont des commissions s'ils vous placent n'importe comment, n'importe où. Et là, on vous propose une stratégie marketing, c'est-à-dire que vous vendez comme un produit, et vous bradez un salaire comme un produit en tête de gondole aussi. Vous êtes vraiment un produit, vous êtes plus tellement un être humain. Donc ça, c'est un vécu de chômeur. Et deuxième point sur le fait aussi, qu'est-ce que finalement le patronat a gagné à avoir des gens qui ne se sentent pas bien? Est-ce que s'ils se sentaient mieux, ils ne seraient pas davantage productifs? Quel est le niveau de contre-productivité? Moi, j'ai une longue expérience multinationale, j'ai 28 ans. J'ai l'impression, donc, d'une part, donc, ce que j'ai plus souffert, moi, c'est de la vision à très très court terme, mais alors vraiment du coup de terme. Il n'y a même pas de vision à moyen terme ni de long terme, et ça, c'est une souffrance extraordinaire. Et dans un système, il faut maximiser le bénéfice. Je dis toujours avec humour, la valeur n'attend pas le nombre des années. La valeur, ça s'écrit L''AVALEUR. Donc c'est du profit à très court terme. Ça ne changera pas. Donc la souffrance, à mon avis, ne changera pas à ce niveau-là. Et je crois que le système capitaliste s'est adapté aussi à des rotations. Quand ça ne va pas dans une société, ça se traduit de toute façon par des grosses rotations sur les postes de travail, même des gens très qualifiés. Et je crois que le système a fait une contre-adaptation par la souplesse de l'intérim, par des sociétés intervenantes qui coûtent très cher, mais qui assument ce crack. Ils n'ont pas de crack, ça peut être 3 personnes à des postes élevés dans un même service qui flanquent leur DEM en même temps parce qu'ils ont eu d'autres propositions ailleurs. Et ils font face au crack par des sociétés d'intervention. Donc je pense qu'on ne s'achemine pas vers un mieux de ce côté-là. Je pense qu'on s'achemine vers une adaptation du système pour vraiment pallier aux faiblesses temporaires d'un individu. Merci, parce que c'était vraiment très éclairant ce que vous avez dit, j'ai trouvé. J'ajoute une multinationale, avec burn-out, total. Pas au poids de madame, mais pas mal dans le genre quand même. Ouais, en fait, du coup, moi je voulais juste un petit peu
élargir en fait pour dire que est-ce qu'on peut exister finalement dans cette société en dehors du travail? Non, mais en fait, voilà, c'est aussi une vraie question parce qu'on a l'impression que, en tout cas, dans nos pays développés, il n'y a que par ça qu'on arrive à être quelqu'un. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question-là, finalement, qui sous-tend toute cette réflexion que vous menez sur la question du bien-être dans un travail? Parce que est-ce qu'on ne peut pas être bien autrement que dans le travail aussi? Alors moi j'ai une petite expérience récente dans l'établissement, enfin dans le lycée où je suis. Il s'est créé de manière souterraine un comité de vigilance contre les discriminations. Ce qui a amené le chef d'établissement, c'est-à-dire le proviseur, à faire venir les inspecteurs, enfin branle-bas de combat. Qu'est-ce que c'est que cette instance? D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'on y fait, etc. Et donc il y a eu une grande réunion dans la salle, la salle de réunion, la salle de conférence. Et on a entendu des personnes en situation de souffrance. Enfin, moi, je soupçonnais évidemment que ça existait, mais à ce point-là, vraiment, pour moi, ça a été tout à fait. Regardez, les profs, vous voulez dire? Pas seulement des profs, il y avait les atos, enfin, le comité de vigilance contre les discriminations parlait de toutes les discriminations, de toutes sortes. Donc on a eu des interventions de gens qui, à visage découvert, ont dit quand même que, bon, ils étaient évidemment dans ce fameux comité, parce que se poser la question de la légalité, il y a normalement des syndicats, on doit normalement se tourner vers les syndicats pour essayer de défendre sa cause. Mais comme les syndicats, et c'est pas le propre de l'établissement où je suis, ont été quand même terriblement discrédités ces dernières années, donc beaucoup de professionnels ont du mal à se tourner vers les syndicats. Et donc ce comité de vigilance s'est créé parce que justement la confiance, malheureusement, moi je peux le déplorer, hein, bien sûr, n'était pas possible. Il n'y avait pas le désir d'aller vers les syndicats. Voilà. Donc c'est créé ce comité, hein, et donc les gens se sont battus pour le faire exister. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais voilà. Juste une chose très rapide. Donc, je suis membre du CHSCT, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de venir vous écouter. Et le médecin de prévention où je travaille donc alerte sur les comportements du personnel et constate une montée de haine. Donc là, ça interpelle parce qu'on se dit que la haine et la violence, dans les relations interpersonnelles. Donc je me dis que là, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de tissu social. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a plus de lien social. C'est l'effritement du lien social, est remplacé par la haine et la violence. Donc c'est pour ça que votre bouquin m'intéresse, parce que là, nous, chez nous, c'est comme ça. Mais je pense que ça reflète ce qui se passe aussi dehors et qu'on le vit maintenant au sein de l'entreprise. Et malheureusement, je crois que là, il n'y a pas actuellement de réponse à ce phénomène. Et effectivement, les syndicats ne sont pas formés à une écoute de souffrance. Il n'y a que le médecin de prévention, en fait, qui est énormément sollicité, mais on ne comprend pas pourquoi l'être humain accepte, entre guillemets bien sûr, cette souffrance. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne dit pas stop, je ne rentre pas dans ce jeu-là et je sors. Je comprends pas. Je comprends pas cette acceptation, entre guillemets. Parce qu'évidemment, on n'accepte pas, on voudrait ne pas souffrir, etc. Vous n'avez pas lu La Boétie, le discours de la servitude volontaire? Servitude volontaire. Et au travail, c'est grandement réparti. Alors, c'est qui encore qui est... Bref, hein. Oui. De mon côté, je suis intérimaire par choix depuis une bonne quinzaine d'années. Et à mon niveau, c'est une façon de dénoncer. Enfin, dénoncer, c'est ne pas consentir. Et d'une certaine façon, c'est intéressant aussi de tenir parfois en entreprise
alors que je suis capable d'intervenir dans des secteurs très diversifiés, de travailler avec des personnalités différentes, de montrer qu'on est capable de s'adapter, de rentrer en apparence dans un moule, d'être une valeur ajoutée, mais de ne pas vouloir accepter de se fondre dans cette masse et de décrier effectivement un certain nombre de choses que vous avez avancées et de tenir de façon sensibée un discours politiquement incorrect en disant qu'effectivement ça n'a pas, que ce soit dans les entretiens avec des DRH, avec des collègues, quand on me demande mais pourquoi tu n'acceptes pas un CDI qu'on me propose de façon très régulière, et je dis avec le sourire, on verra combien de temps je pourrais continuer à le dire, non merci. Je dis mais parce que ça n'a pas suffisamment de sens pour moi. Ce qu'on vit dans les entreprises n'a pas suffisamment de sens. Et je vous ai déjà lu, j'ai travaillé sur des récits de vie au CNAM, et c'est vrai que je suis, au travers de tout ce que je fais, en quête de sens. Et le fait de soulever des questions de façon... finalement, oui c'est vrai, c'est un acte de rébellion, et en même temps... on dénonce effectivement quelque chose, et bien ça interroge les gens, et à petite échelle, mais faire s'interroger les gens, je trouve que effectivement c'est une très bonne chose. Merci. Juste là-dessus, ça c'est vraiment la réponse à la question des ressources humaines. Mais pour faire pas seulement pessimiste, ce que vous nous dites là, pour moi, c'est le point de départ, c'est le sujet qui dit non. C'est-à-dire qu'effectivement, les stratégies d'adaptation, l'acceptation de ça, etc., ça a des limites. Et je suis frappé par le fait que de plus de gens disent non, ou plutôt, de plus en plus de gens ont envie de dire non, ou auraient envie de dire non. Mais je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'à un moment donné ça bascule. La difficulté, c'est que dire non tout seul, on prend des risques. Et parfois on en prend plein la gueule, quoi. Il faut bien le dire, ça, il faut savoir. Et moi je suis toujours attentif à ça. Ne vous mettez pas en danger. Dites non, n'acceptez pas les choses, faites le travail pour pouvoir résister à ce qui vous met mal, mais ne vous mettez pas en danger. Et que la question du travail est compliquée parce qu'on mélange emploi, travail et activité. C'est pas du tout la même chose. Pour avoir une existence sociale, c'est vrai que avoir un emploi est un des moyens qui permettent, comme le disait bien Robert Castel, à qui on peut rendre hommage, qui est mort le mois dernier, il disait pour exister comme individu dans la société, il faut des supports. Et l'emploi fait partie des supports parce que l'emploi ouvre à la possibilité d'avoir des revenus et des possibilités d'avoir des droits, pas seulement des revenus. Et que c'est ce que moi j'ai appelé la lutte des places, qui se substitue à la lutte des classes dans notre société hyper moderne, c'est que chaque individu est renvoyé à lui-même pour avoir une place dans la société, et que pour avoir une place dans la société, il faut effectivement avoir des moyens de subsistance, un certain nombre de droits, de la reconnaissance sociale, etc., et que l'emploi apporte ça. Et que le travail, c'est pas seulement l'emploi, c'est aussi l'activité. Et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont une activité. Par exemple, chômeur, c'est une activité à plein temps. Mais c'est pas un emploi. Vous en savez quelque chose. Donc il y a beaucoup de... Il faut rentrer dans le fait que le travail est une notion éminemment contradictoire. Les sources du travail, c'est tripalium, c'est la souffrance. Et pendant très longtemps, le travail était assimilé au travail servile, à l'animal laborance, disait Hannah Arendt, c'est-à-dire l'aliénation, l'exploitation, etc. Aujourd'hui, le travail est aussi du côté de l'homo faber, c'est-à-dire l'homme qui se réalise par son œuvre, par son travail, parce que justement, il a à la fois, il fabrique quelque chose qui lui redonne de l'estime de soi, de la confiance en soi, parce qu'il a de la compétence, parce qu'il maîtrise son métier, et que ce métier a une utilité sociale. Soit parce qu'il fait des belles œuvres, soit parce qu'il est un bon journaliste, ou un bon médecin, ou un bon enseignant, etc. Et que ça a du sens, évidemment, parce que ça contribue à la société.
Et la question, c'est quand cette contribution est ramenée uniquement à des indicateurs financiers ou monétaires, effectivement, les gens ne s'y retrouvent plus. Donc c'est pour ça que c'est contradictoire, parce que le travail est à la fois le lieu de réalisation de soi-même, et de plaisir, et de créativité, et il peut être le lieu de l'aliénation maximum, de souffrance, et de sentiment de destruction. Et les deux sont vrais, les deux coexistent, plus ou moins. Et dans une même carrière, dans un même emploi, on peut vivre les deux. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que on a envie d'y rester, même si on souffre, on n'a pas envie de partir, parce que ça apporte aussi quelque chose qui est absolument vital pour soi. Donc ce qui fait souffrir, c'est pas le travail, c'est la mise à mort du travail. C'est pour ça que Jean-Robert Vialet est tellement pertinent. Ou ce que dit Chloé Dejour sur ce qui fait souffrir, c'est d'être empêché de travailler. C'est-à-dire empêcher de pouvoir vraiment être un bon journaliste. Ce qui fait souffrir Antoine Mercier, c'est quand il ne peut pas être un bon journaliste. Ce qui me fait souffrir, c'est quand je ne peux pas être un bon chercheur. Ce qui fait souffrir Brite, c'est quand elle ne peut pas avoir ces conférences échangées, que les gens puissent réfléchir ensemble, etc. Alors on a vraiment besoin de reprendre, pour moi, une des réponses au mal-être au travail, c'est de retrouver ce que tu disais sur le sens du métier profond, c'est-à-dire là où on se ressource, c'est dans l'activité concrète. Moi, que je sois mal ou pas évalué, que ceci et cela, je sais quand j'ai fait un bon article ou quand j'ai fait un bon cours, ça me suffit pas parce qu'on a besoin d'autres formes de reconnaissance, mais ça me donne ce dont j'ai besoin pour ne pas tomber malade. Et je pense que chacun, et à France Télécom, c'est ce qui a été terrible, c'est tous ces gens qui étaient des techniciens et qui faisaient bien leur boulot et qui maîtrisaient leur truc, et puis on les a mis sur des plateformes téléphoniques, la mobilité, le turnover, time to move, ces conneries. C'est ça la nouvelle langue managériale. C'est ces injonctions qui mettent les gens et qui les traitent, comme vous l'avez très très bien dit, qui les traitent comme des pions, qui les traitent comme des effectifs, qui les traitent comme des variables d'ajustement, qui les traitent comme des dossiers, qui les traitent non plus comme des humains, mais comme des choses à traiter, des objets. Et c'est ça qui fondamentalement est dans l'idéologie managériale, c'est que les individus ne sont plus traités en humains, ils sont traités en ressources, en capital, en variables d'ajustement, en effectifs qu'il faut réduire ou qu'il faut augmenter, etc., en problème. Bon. C'est-à-dire que cette désubjectivation, c'est ça qui produit la désubjectivation et qui fait perdre le sens. C'est-à-dire j'ai plus le sentiment qu'effectivement je compte pas au terme comptable du terme, mais que la valeur de ce que je peux apporter à la société, à mon organisation, donc à moi-même, est totalement dénigrée. Et donc du coup, là, effectivement, l'idéal du moi s'effondre et on est dans une dépression profonde parce que sa vie ne fait plus sens et parce que la valeur de ce que je fais n'est plus reconnue. Merci.